Nous nous mettons à jour dans le domaine sanitaire et social en Gaspésie avec le docteur Yves Bonnier-Viger. Alors bonjour Monsieur Bonnier-Viger, merci encore d'être avec nous. Déjà bonne année, parce que là on recommence, on ne s'est pas vu depuis l'année dernière. Là c'est pour la télévision communautaire de Grande-Rivière. J'aimerais justement vous faire une mise à jour de la situation sanitaire en Gaspésie. Euh, Comment vous voyez l'état des choses sur le terrain? D'abord, bonne année à toi et à tous les auditeurs. Écoute, nous avons été frappés par Omicron, un peu comme toutes les régions du Québec. Mais même si on a eu beaucoup de cas, parce qu'il y a eu des journées, on a monté jusqu'à 140 cas dans une seule journée, euh, le- les complications, la maladie sévère ne s'est pas beaucoup manifestée dans notre région. Donc, on a eu quelques personnes qui ont été hospitalisées. On est monté jusqu'à 8 hospitalisations à un moment donné dans toute la région. Mais depuis ce temps-là, ça a redescendu. Aujourd'hui, on est à 6 hospitalisations. Et la situation des gens hospitalisés ne semble pas trop difficile pour le moment. Donc, on a tout lieu d'être un peu dans l'espoir que les choses continuent à aller bien. Là, il y a pas d'indication que les choses peuvent dégénérer pour le moment. Euh, Par contre, depuis le 5 janvier, on n'a plus vraiment de chiffres réels des infections dans notre région. C'est vrai pour tout le Québec, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de réactifs qui a amené à réduire les tests qu'on pouvait faire avec le PCR. Et évidemment, nous n'avons aucune idée des autres tests qui sont faits avec les autotests ou les gens qui décident de s'isoler parce qu'ils ont des symptômes sans autre information là, pour la santé publique. Donc, on n'est plus en mesure de savoir quel est le nombre réel de personnes qui ont été affectées par la COVID depuis le 5 janvier. Mais si on se fie aux hospitalisations qu'on a, je pense que ça veut dire que ça n'a pas beaucoup plus augmenté que ce qu'il y avait des dernières journées où on avait un compte complet. D'accord. Puis là, c'est peut-être pour faire un peu de balayage, enlever un peu de confusion s'il y en a. Euh, on a entendu dire effectivement peut-être que avec ce variant Omicron, on était moins porté à faire des formes graves, mais je sais plus, peut-être que si on était vacciné de doses, on était quand même susceptible de l'attraper tout autant. Est-ce que du coup, les gens entendent dire que peut-être une troisième dose de vaccin pourrait aider avec ce variant-là. Et si c'était le cas, ou est-ce que les gens qui ont déjà eu Omicron ont besoin aussi de se faire vacciner, étant déjà peut-être immunisés naturellement? Comment vous voyez Oui, ça? c'est ça. Les gens qui avaient 2 doses peuvent effectivement faire la maladie, mais généralement, ils vont la faire beaucoup moins grave que quelqu'un qui avait une dose, puis moins grave encore que quelqu'un qui avait pas de dose du tout. Donc, c'est un peu la même chose avec la transmission. Les gens qui sont pas vaccinés du tout transmettent Omicron assez facilement. Ceux qui sont vaccinés un peu le transmettent un peu moins bien, mais continuent à transmettre quand même. Et même chose pour les gens qui sont doublement vaccinés peuvent transmettre. Donc, quelqu'un qui avait 2 doses et qui fait une maladie COVID avec Omicron, c'est comme s'il recevait sa troisième dose. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher une troisième dose, du moins pas avant 3 ou 4 mois après la fin de sa maladie. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage à le faire. Et puis, Parce que vous parliez des tests qui étaient donc à cause d'une pénurie. Et là, en ce moment, parce que je reçois aussi les messages des écoles pour nos enfants, maintenant il y a des tests et des kits à la maison pour se tester soi-même. J'imagine que les gens peuvent garder l'information pour eux, que ce soit positif ou négatif, mais ou alors le transmettre aussi aux services de santé. il y aura une plateforme qui va être disponible pour toute la population à partir de demain soir, nous dit-on. Peut-être que ce sera jeudi ou vendredi, mais en tout cas, c'est prévu pour demain soir, où la population pourra aller inscrire les résultats du test quand il est positif.
Ça nous permettra d'avoir une idée des cas qu'on n'est pas capable de reconnaître actuellement. On n'a pas de système actuellement pour accueillir les gens qui voudraient dire, ben moi, j'ai eu un test positif. Alors, à partir de demain soir, on devrait être en mesure d'avoir cette possibilité-là. D'accord. Puis là, dans un sujet qui concerne effectivement, bien sûr, les mesures qui sont mises en place aussi par le gouvernement actuellement, on vous a entendu, ou lu en tout cas, vous prononcer un petit peu sur la volonté peut-être de vouloir taxer les non-vaccinés. Moi, j'ai lu votre opinion là-dessus, mais comment... J'imagine qu'au niveau de l'énergie qui se vit actuellement en Gaspésie, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes autant à l'intérieur du service de santé que aussi parmi le biais de la population, comment est-ce que vous ressentez aussi l'écho de cette volonté du gouvernement de vouloir taxer les non-vaccinés? Comme je l'ai exprimé, ça va un peu à l'encontre des valeurs et des connaissances scientifiques qu'on a en santé publique. Alors, je suis quand même assez heureux de voir que je pense que le premier ministre a écouté l'ensemble des critiques qui sont remontées de ce côté-là et a décidé d'en faire un débat public qui va se débattre en Assemblée nationale. Alors, je pense que c'était une bonne décision. Maintenant, moi, ce que j'argumenterais avec les députés qui vont en débattre, je pense que ça va être un débat public, c'est que d'abord, on a eu un grand succès avec la vaccination au Québec. On est un des pays les plus vaccinés. Et parmi les gens qui restent, qui ne sont pas vaccinés, il y a toute une panoplie de différentes raisons pour lesquelles ces personnes-là ne sont pas vaccinées. Donc, on ne peut pas appliquer une mesure, d'abord, quelle qu'elle soit, mettons qu'elle ne serait même pas à l'encontre de la santé publique, on ne peut pas appliquer une mesure unique pour penser qu'on va convaincre tout le monde de se faire vacciner parmi ceux qui restent. Il faut regarder concrètement quelles sont les hésitations, quelles sont les peurs, quels sont les arguments que les gens ont pour avoir décidé de ne pas prendre le vaccin malgré certaines évidences qu'on peut avoir. Là. Et puis, les accompagner dans leur cheminement pour qu'eux-mêmes puissent prendre la décision d'être vaccinés ou pas. Je ne pense pas qu'on puisse contraindre les gens à la vaccination. Et on n'obtiendra pas un résultat satisfaisant non plus pour pouvoir combattre Omicron si on continue dans cette voie-là. Je pense que le débat va avoir lieu et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait ce débat-là. Ça fait partie aussi de nos valeurs en démocratie de pouvoir permettre aux gens de prendre des décisions sur leurs soins de santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir parfois des obligations. Mais dans ce contexte-là, probablement pas. Par exemple, quand on a vraiment constaté qu'il fallait porter une ceinture de sécurité pour diminuer la mortalité dans les voitures, il y a eu un débat, les gens ont accepté, puis après ça est venue une obligation. Pour conduire un véhicule automobile, on doit s'attacher parce qu'il y a encore quelques personnes qui ne le comprenaient pas, puis ça avait un effet vraiment dangereux chez eux. Dans le cas d'Omicron, on a de la vaccination contre Omicron, on n'a pas toutes ces évidences scientifiques aussi certaines que part de la ceinture de sécurité, donc on est loin encore d'être en mesure de pouvoir obliger les gens à se faire vacciner. Vous voulez dire que c'est comme, on a besoin peut-être de prendre du recul, c'est ça, avec le temps? Oui, d'accord. Exactement. Et justement, pardon, est-ce que ce pourcentage de personnes non... Je ne sais pas s'il est quantifié par rapport au Québec ou en Gaspésie, mais un si petit nombre de personnes qui seraient réticentes à la vaccination, est-ce qu'elle peut réellement être un danger pour le reste de la population ou on a déjà atteint une balance qui permet... Là, pour le moment, on a encore un bassin de population de gens non vaccinés qui peuvent faire des complications qui est encore assez important pour encombrer notre système de santé possiblement. Mais ce n'est pas uniquement les gens
non vaccinés qui actuellement encombrent notre système de santé, puisqu'on l'a vu, au moins la moitié des gens qui sont bien vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital quand même. Donc, c'est sûr qu'en toute proportion, les gens non vaccinés se retrouvent plus que les vaccinés. Ça, c'est un fait. Mais les gens non vaccinés, c'est pas certain que... C'est même à peu près certain qu'on ne réussira pas à les rejoindre avec une obligation. Il faut aller les rejoindre autrement. D'accord. Et puis, on se souhaitait la bonne année, mais je voulais vous demander, qu'est-ce que vous voyez, comme vous projetez 2022, de quelle façon, avec tout ce que vous avez vis-à-vis de votre travail et sur le terrain, comment vous projetez cette année-là à venir? Je pense qu'on va probablement connaître la fin de la vague Omicron dans quelques semaines ou mois, mais compte tenu de ce qu'on sait, de notre incapacité qu'on a eue d'offrir la vaccination partout sur la planète, on risque de se retrouver avec d'autres variants. Alors, je pense que si on est en mesure de prendre le peu de calme qu'on aura après la vague Omicron pour mettre un effort international pour partager nos ressources, de telle sorte qu'on puisse vacciner rapidement tout le monde, on va se donner une bonne chance en permettant peut-être de ne pas avoir un autre variant semblable qui va naître quelque part sur la planète et envahir tout le monde. Donc, c'est un peu de ce côté-là que je vois ça. Donc, un peu, je pense que nos efforts pour combattre la COVID vont se poursuivre encore cette année de façon assez intense. Je pense que ça va être vrai tant qu'on n'aura pas réussi ce tour-là de solidarité internationale. D'accord. Et vous pensez que ce sera un peu dans la même façon au niveau des mesures gouvernementales? C'est-à-dire ce qu'on va La façon dont demander... on va répondre aux variants, ça va dépendre de la caractéristique de ces variants. Là, on a répondu assez fortement, par exemple, avec le couvre-feu, la limitation des rassemblements, etc. Et ça répondait à un variant qui était extrêmement contagieux. Dès que la contagion va diminuer un peu, qu'on aura libéré nos hôpitaux, on pourra relâcher. Déjà, le couvre-feu est relâché, mais déjà, on pourra relâcher d'autres mesures. Le prochain variant qui va arriver, on va avoir appris, là, si c'est juste une question de contagion, qui n'est pas trop dangereux, il n'est pas trop sévère, probablement qu'on n'aura pas besoin de remettre en place les mêmes mesures. S'il est très sévère, si on se retrouve avec de la mortalité importante, là, il va falloir qu'on retourne à ces genres de mesures-là. C'est peut-être que d'ici là aussi, on aura peut-être trouvé un autre vaccin plus efficace qui pourrait à la fois briser la transmission puis prévenir les maladies graves. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Mais ce sont ces différents paramètres-là qui vont moduler la réponse. Puis pour terminer, là, j'ai vu l'annonce hier qui est sortie, comme quoi le gouvernement du Canada avait autorisé ce qu'on appelle la pilule de Pfizer. Comment vous voyez ça au niveau... est-ce que c'est quelque chose qui va arrêter la vaccination, le fait qu'on doive se vacciner tous les 3-4 mois, non? Non, je crois pas. En fait, c'est utile pour les personnes d'abord qui ont un système immunitaire qui a de la difficulté à répondre et à la vaccination et à la maladie, les personnes qui sont un peu immunodéprimées, soit parce qu'elles prennent des médicaments, soit qu'elles ont des maladies qui jouent sur leur système immunitaire. Chez les personnes âgées de 80 ans et plus, on sait que de toute façon, le système immunitaire commence à être fatigué, donc c'est sûr que ça va être utile. Et puis dans les régions où il n'y a pas beaucoup de services, je ne parle pas de la Gaspésie des îles, mais je travaille avec les terreries de la baie James, par exemple, ce sont des petits villages isolés à 300 km les uns des autres. Ces gens-là auraient avantage d'avoir ce médicament-là disponible pour les personnes de 60 ans et plus, mettons, qui ont un système immunitaire qui est plus difficile, qui répond moins bien. Mais ça va rester très limité, je pense, comme utilisation. D'abord, il faut absolument que ça soit pris entre le 3e et le 5e jour après le début des symptômes. Donc, après 5 jours,
l'efficacité diminue considérablement. C'est pas utile pour quelqu'un qui est déjà hospitalisé, c'est pas utile pour quelqu'un qui est déjà en maladie sévère. C'est donc c'est quelqu'un qui a un risque de faire la maladie sévère, mais qui ne l'a pas encore. Donc, ça va être un défi parce que entre le moment où on a des symptômes, si les gens n'ont pas de test, il faut qu'ils consultent leur médecin. C'est un médicament qui a beaucoup de contre-indications en termes d'autres médicaments. On ne peut pas le prendre avec quelqu'un qui est déjà médicamenteux. Et c'est souvent le cas des gens qui ont déjà des vulnérabilités. Ben, on ne peut pas le prendre. Alors, il y a toute une liste là, qui doit être vérifiée. C'est que ça ne peut pas se vendre en pharmacie librement, que ce soit prescrit. Alors, tout ça mis ensemble, ça ne sera pas facile à travailler avec ça. Oui, vous voulez dire que c'est comme complémentaire ou pour une certaine catégorie de personnes, mais c'est pas quelque chose qui va remplacer le vaccin. Ça ne remplace pas du tout la vaccination, puis ça ne remplace pas la prévention de base qui est de porter son masque quand on est à l'intérieur, de se laver les mains souvent, puis de garder une bonne distance avec les gens avec qui on ne vit pas. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette mise à jour. Ça me fait plaisir.